Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face d'André Berkov avec Fanny Nussbaum, docteur en psychologie, pour son livre « L'art de l'excellence, en finir avec la dictature des humanistes » aux éditions Alizio. Bonjour Fanny Nussbaum. Bonjour Lucien. Alors, Fanny Nussbaum, c'est vrai, j'ai reçu l'art de l'excellence, et en finir, c'est surtout ça, avec la dictature des humanistes. Et vous, alors, c'est pas les 10 commandements, vous êtes beaucoup plus ambitieuse que ça. Vous, c'est 40 commandements pour agir avec grandeur. Mais alors, ce qui m'intéresse, et puis je rappelle quand même, ce n'est pas, vous êtes docteur en psychologie et vous êtes chercheur en neurosciences. Vous avez écrit les phylocognitifs. On avait beaucoup parlé à l'époque, le secret des performants. Et alors ça, je n'ai pas vu votre conférence spectacle, les secrets de l'intelligence et de la performance, mais ça doit être tout à fait intéressant parce que ce qui est très bien dans votre livre et qui est vraiment très encourageant et qui va à l'encontre des idées reçues, c'est que vous ne parlez pas de l'égalité par le bas, vous ne parlez pas d'araser tout le monde, d'être dans les mêmes... Non, vous parlez l'intelligence, l'ambition, se détacher, foncer, l'effort, etc. Mais dites-moi, vous êtes dangereusement rétrograde. Oui, c'est vrai qu'on me le dit souvent, que je suis dangereuse et rétrograde, et ça me fait très plaisir quand on me dit ça. Alors c'est quoi? En fait, je voudrais que vous expliquiez, c'est un livre vraiment que je recommande, parce que c'est un livre, justement, vous dites voilà, c'est, vous savez, le devenir larve des chorégraphes de Lyon. Alors voilà, nous on est sécurité, paix, bonheur. En fait, c'est vrai que aujourd'hui, depuis en tout cas 40 ans ou des décennies, on nous apprend surtout à rester dans le landau. Voilà, oui. Votre biberon, on va vous le donner, mais vous vous occupez de rien. C'est un peu ça, contre ça que vous oui, c'est ça, mobilisez. Tout à fait, c'est contre ça et contre l'idée de l'intelligence du raisonnement. Disons, cette idée que on est quelqu'un de bien, que quand on pense, quand on réfléchit et pas quand on agit, quand on est dans son instinct. Il faut quand même penser et réfléchir. Il faut penser et réfléchir, ouais. mais pas quand on doit, quand on doit agir et y aller. Or, aujourd'hui, on se complaît dans la pensée et surtout, on se complaît dans une pensée victimaire, dans une pensée qui est celle je suis quelqu'un de bien quand je suis vulnérable, et on réfléchit surtout à comment c'est bien d'être vulnérable. Oui. C'est contre ça que je lutte. La concurrence victimaire, l'ambition victimaire. C'est ça. Mais à votre avis, alors ça vient d'où? Ça vient d'où, ça, cette espèce de doxa mon analyse, mon observation, c'est que mon analyse vraiment, c'est que ça vient de Jésus. Je crois qu'en fait, on a avec Jésus pour la première fois. Alors, je parle pas de religion, je parle seulement de l'aspect historique et de ce que nous apporte Jésus. En fait, Jésus nous apporte cette idée que on est quelqu'un de bien quand on est vulnérable, quand on est pauvre, quand on est quelqu'un du bas. Et avec Jésus, on apprend pour la première fois à en être fier, à être vraiment fier de faire partie des humbles. Et je crois qu'aujourd'hui, on est au paroxysme de ça. C'est devenu vraiment une forme de snobisme de faire partie des humbles, d'être dans cette idée de fragilité vraiment affirmée. Oui, alors justement, corrigez-moi mais si je me trompe, mais il y a beaucoup de gens extrêmement ultra riches et tout ça, qui adoptent des postures d'humilité. C'est une posture. Exactement. Je ne crois pas dans l'humilité comme aujourd'hui, comme étant quelque chose de vrai, d'authentique. L'humilité d'aujourd'hui, c'est de dire mais non, j'ai pas fait grand-chose. L'humilité d'autrefois, je sais pas à quoi on pourrait dire autrefois, mais en tout cas l'humilité, c'est aller vers son humus. L'humilité d'autrefois, ou celle en tout cas dont je me revendique, c'est j'ai pas fait grand-chose par rapport à ce que je pourrais faire, parce que en tant que moi-même, je pourrais faire encore mieux que ça, et je vais travailler à vous le montrer. D'accord, mais on va en parler tout de suite après cette petite pause, parce que effectivement, où doit se situer le curseur intellectuel, mental, moral? On en parle tout de suite. Et vous le savez, chers auditeurs, vous avez la parole sur Sud Radio dans le face-à-face d'André Berkov au 0826 300 300 pour interpeller Fanny Nussbaum et son livre L'art de l'excellence, en finir avec la dictature des humanistes. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud
Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. L'art de l'excellence, en finir avec la dictature des humanistes. Docteur Fanny Nussbaum. Et effectivement, et vous êtes bien placé pour en parler, en étant chercheur en neurosciences, en étant docteur en psychologie, mais surtout, pendant la pause, là, et hors micro, vous m'avez dit, à mon avis, ça vient du fait que la masculinité, ce qu'on appelle la masculinité, a complètement rendu les armes. En tout cas, tout se passe comme si elle devait rendre les armes, et c'était le triomphe de tout le reste. Oui, en fait, je crois qu'on a perdu le masculin. Mais même nous, les femmes, je crois qu'on est dans une ère du féminin où tous les codes d'aujourd'hui sont des codes féminins. Par exemple, quand vous dites on a perdu le masculin, c'est quoi le masculin à ce moment-là? Le masculin, tout ce qui représente le masculin, c'est d'abord l'action, l'instinct, le courage dont vous parliez. C'est le fait de prendre les armes, d'être quelqu'un qui est à l'initiative de beaucoup de choses, qui n'a pas peur et qui... alors là, je pense qu'on va hurler en disant que les femmes n'ont pas peur non plus, mais le féminin... Oui, j'allais vous dire, maintenant elles prennent les armes, elles sont soldats, elles font des tas de choses. C'est ça, ouais. C'est ça. Mais ce qui est aujourd'hui vraiment très à la mode, très tendance, c'est une communication féminine ou de l'ordre du féminin, chez les hommes comme chez les femmes. On est quelqu'un de bien quand on ne crie pas, on est quelqu'un de bien. Un homme bien, c'est un homme hypersensible, c'est pas quelqu'un qui tape du poing sur la table, ça c'était autrefois. À l'école, ce sont les garçons. Je crois qu'il y a vraiment une grosse injustice par rapport aux garçons à l'école, parce que les garçons, ce sont eux qui ont le plus d'heures de colle, le plus de punitions en général. Pourquoi? Parce qu'ils se comportent comme des garçons. Et ils arrivent chez moi, dans mon cabinet. Parce qu'ils font du bruit, etc. C'est ça. Et on va parler de troubles du comportement très rapidement. Et ils arrivent chez vous, alors vous dites, c'est-à-dire qu'on pour les calmer un peu. Et oui, c'est ça, parce que ils sont pas sages, ils sont pas académiques, et on sait pourtant, il y a plein de statistiques qui nous disent que ce sont pas les premiers de classe qui performent plus tard. Ceux qui performent davantage, ce sont souvent beaucoup plus des hommes. On s'en plaint justement un suffisamment. Un peu les rebelles, on peut dire les non-conformistes. Voilà, ceux qui ne sont pas académiques, qui réussissent davantage, ceux qui arrivent à trouver le système D. Donc c'est un comportement beaucoup plus agressif par rapport à la vie. Mais ce comportement-là, aujourd'hui, il doit être tu. Et moi, en tant que psy, souvent quand je mets en avant ce comportement instinctif animal d'être, et je parle de l'intelligence comme étant un état qu'on doit trouver, cet état où on doit être au corps à corps avec la vie, avec l'environnement, être plein d'audace, de courage. Et on me dit, mais en tant que psy, tu peux pas dire ça, c'est pas possible. Et les commentaires sur les réseaux sociaux, quand ils sont... alors il y en a plein qui sont soulagés, contents d'entendre ça, surtout de la part d'une psy. Mais il y a plein de commentaires qui me disent, mais vous êtes dangereuse, mais vous voulez la loi de la jungle. Voilà, donc Et cette espèce de culture de attention, en fait... C'est un peu la culture de la non-violence, c'est un peu ça. Alors on cite Gandhi et compagnie, Gandhi était admirable, mais enfin la non-violence, justement, qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais que vous commentiez ceci, on en a parlé là il y a une demi-heure, et vraiment votre livre est fourmi d'exemples, mais celui-là il s'est passé il y a 3 jours. Vous savez, quand il y a eu ce qui a eu terrifiant, cet émigrant syrien, enfin qui a poignardé des enfants à Annecy, puis pas seulement des enfants, etc. Il y a eu un rassemblement citoyen sur les bords de Annecy, et il y avait cette image surréaliste d'une femme chantant « Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres, votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre ». C'était ça la réponse à ce qui s'était passé. Mais c'est quoi, ça traduit quoi, ça, Fanny Nussbaum? Ça traduit, à mon sens, une immense hypocrisie. En fait, on est tellement dans cette idée que quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui ne fait pas la guerre, que tous les comportements belliqueux qu'on devrait utiliser, on parle beaucoup de la bienveillance, par exemple. Il faut être bienveillant. En fait, non, il ne faut pas être bienveillant, il ne faut pas non plus être malveillant. Il faut être bienveillant avec les bienveillants et
mais peut-être pas avec les malveillants. Exactement, il faut être bienveillant avec ceux à qui on veut vraiment du bien, et puis malveillant quand on doit se défendre, quand on doit lutter, pourtant lutter et se défendre, comme dirait Kipling. Voilà, il faut être juste avec ce qu'on a. Et souvent, je dis, être pour la paix, en général, c'est complètement stupide. Il faut être pour la paix quand c'est... Et c'est comme de dire, en fait, je ne vais utiliser la communication non violente, c'est comme de dire, je ne vais utiliser que ma petite cuillère pour tous les repas, quoi que j'ai dans mon assiette. Si je dois piquer dans de la viande, non, je vais utiliser ma petite cuillère parce que c'est bien. De parler de communication non violente, de mettre en avant les soft skills, la communication non violente, tout ce qui pour moi est très bien. C'est très bien d'être doué sur le plan émotionnel et de communiquer de la meilleure façon qui soit. Mais la communication non violente systématique, finalement, je crois qu'il n'y a rien de plus violent. En fait, parce qu'on sent, quand vous appelez quelqu'un dans un standard téléphonique, que vous avez un problème, qu'il n'arrive pas à vous résoudre votre problème, et que vous montez en régime, et que vous avez la personne en face de vous qui utilise ces trucs de communication non violente en vous disant j'entends bien madame ce que vous dites, je suis vraiment désolée pour vous. Et moi j'ai envie de dire mais t'es pas désolée, je le sens que t'es pas désolée, ne me dis pas que t'es désolée, t'en as complètement rien à faire de ce que je te raconte et que c'est pas ton problème. Donc ne me dis pas ça si ça n'est pas congruent avec ce que tu ressens. Et en fait je crois que ça nous fait violence, on n'en peut plus de changer les hommes avec des géraniums ou parler-moi d'amour. En fait on n'en peut plus parce qu'on sent l'hypocrisie, on sent qu'il y a un besoin. Nietzsche parle de volonté de puissance, on a tous cette volonté de puissance, cette volonté d'être quelqu'un d'important, d'être vu, de montrer le meilleur, d'être reconnu bien sûr, et de montrer le meilleur de soi-même. Et on nous dit non, surtout ne montre pas le meilleur de toi-même, et je vais te répondre par des petites fleurs. Et il y a quelque chose de violent en ça, où on va se planquer derrière de la guimauve, quoi. Oui, mais alors justement, Fanny Nussbaum, que répondez-vous à ceux qui vous disent attendez, oui, très bien, mais enfin, quand on voit le paysage mondial, la guerre pas très loin, en Europe de l'Est actuellement, sans parler de tout ce qu'il y a eu, l'Irak, la Libye, etc. Quand on voit les problèmes d'identité, les problèmes d'ethnie, les problèmes intégristes, enfin, les partitions, même on parle de la France et on dit l'archipel français, la partition, le grand remplacement, etc. Donc on est quand même dans des situations conflictuelles féroces auxquelles vous dites, mais on dit attention là-dessus, soyez bienveillants et laissez passer. C'est ça un peu ? Mais oui, c'est tout à fait ça, en fait. Et plus on laisse passer, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, plus on est laxiste et plus on laisse passer, comme dans l'éducation avec un enfant, et plus on donne de terrain pour se prendre de la violence soi-même. Donc, comme avec un enfant, on fait, quand on est un parent, c'est pas agréable, mais on dit non. Enfin bon, là j'enfonce des portes ouvertes, mais on dit non, on dit ah non, moi tu me parles pas comme ça, c'est pas possible, etc., etc. Mais aujourd'hui, on ne veut pas faire ça au nom de faire du bien à l'enfant, ne pas lui faire violence, et à nos enfants de la République, on leur dit en permanence, c'est pas bien ce que tu as fait. Oh là là, c'est pas bien. Tu vois, moi je vais juste te montrer l'exemple que je suis quelqu'un qui est vraiment très très bon, très gentil, etc. Et en montrant l'exemple, on ne donne qu'envie d'aller plus loin dans cette escalade de violence. Et c'est très intéressant parce qu'au fond, l'impression que votre livre, et on parlera aussi de la vie quotidienne, puisque vous donnez des conseils de vie quotidienne aussi, mais on a l'impression que c'est un miroir tendu, mais plutôt vers l'Occident que le reste du monde, oui. Parce que le reste du monde, on n'a pas l'impression que c'est la même chose. Je peux me tromper. Je crois. En fait, je pense, pour dire du bien de nous, que nous sommes, nous Français, et le bassin méditerranéen plus largement, nous sommes, à mon sens, la plus grande puissance philosophique qui ait jamais existé. Nous avons cette force-là. Or, nous l'utilisons très mal.
En fait, je crois que ce sont, la plupart du temps, ce sont nos idées qui vont à l'étranger. Aujourd'hui, les États-Unis commencent alors bien sûr, le wokisme, on dit que ça vient des États-Unis, mais je crois que ça vient des États-Unis par nous, que c'est nous d'abord qui avons insufflé cette idée de être bon avec tout le monde, la communication non violente, etc. Et en fait, nous donnons les mauvais signaux, en fait, nous transmettons une philosophie malade, alors que c'est nous qui avons le grand pouvoir philosophique. Et le monde nous écoute, le monde nous regarde, et je crois qu'on peut en faire autre chose de cette philosophie extraordinaire. Et en fait, c'est une autre chose, et ils nous regardent de moins en moins, parce que justement, peut-être on transmet ça. Il y a beaucoup de choses à dire sur la dédollarisation et la partition du monde. On en parle tout de suite après cette petite pause, et ensuite avec les auditeurs de Sud Radio. Restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite avec Fanny Nussbaum pour son livre L'art de l'excellence, en finir avec la dictature des humanistes. Et vous avez la parole au 0826 300 300 pour participer à l'émission. 0826 300 300, à tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et le docteur Fanny Nussbaum parle à nos neurones, et c'est pas triste, effectivement, l'art de l'excellence, en finir avec la dictature des humanistes. Mais dites-moi, Fanny Nussbaum, en vous lisant, je dis bon, c'est très passionnant, et c'est vrai que vous allez à contre-courant, et c'est très bien d'aller en l'occurrence à contre-courant, mais est-ce que vous ne parlez pas surtout pour les gens qui sont quand même soit des génies, soit des gens exceptionnels et tout ça? Est-ce qu'il est donné à tout le monde d'être exceptionnel? Parce que vous citez, évidemment, vous citez Dali, vous citez Rimbaud, vous citez Sioran, enfin, encore que Sioran, de l'inconvénient d'être né, c'est autre chose, enfin, vous citez Nietzsche, bien sûr, mais au fond, on a envie de vous dire quelque part, oui, mais écoutez, est-ce que c'est une morale, alors vous prêchez une morale de la minorité, est-ce que la majorité peut être touchée par ça? Et vous vous dites non, absolument. Beaucoup de gens peuvent être touchés par ça. C'est ça que vous transmettez, en tout cas. Oui, je crois que tout le monde ne peut pas être exceptionnel. Vous avez raison, c'est évident. En revanche, tout le monde peut, et même, à mon sens, a le devoir d'extraire le meilleur de ce qu'il a dans les tripes. Je crois qu'on a tous une capacité dominante. Et vous pensez qu'on les empêche d'extraire, on les empêche d'extraire le meilleur de ce qu'ils sont? Oui, je crois que ce contexte, cet environnement, cet écosystème, comme on dit aujourd'hui, qui est dans cette bienveillance forcée, humanisme forcé, etc., force les gens à s'auto-censurer et les force à ne jamais vouloir montrer qu'ils veulent être les plus grands, les plus beaux, les plus forts. Donc, on ne peut pas aujourd'hui mettre en avant ce que j'appelle l'état d'intelligence, ou se mettre en état d'intelligence ou de performance. Ça n'est plus possible pour l'immense majorité d'entre nous, sauf ceux qui vont être un peu hors normes, qui vont accepter. Il y en a. Tous les jours, il y a des gens qui sortent effectivement du lot, comme on dit. C'est ça. Mais je me souviens, et j'en ai parlé dans le livre, d'une conversation que j'avais eue avec un groupe de personnes où la question c'était est-ce qu'il faut être torturé pour être un artiste ? Et je m'étais laissé aller à citer Léonard de Vinci et Picasso, qui n'étaient pas, à mon sens, particulièrement torturés et qui étaient des artistes à peu près corrects. Et là, qu'est-ce que j'avais pas dit en citant Picasso, parce que Picasso était un goujat prétentieux, que moi j'adore, misogyne, etc. Ouais. Et voilà, donc aujourd'hui, en fait, on peut admirer des gens quand ils sont exceptionnels, mais seulement s'ils sont exceptionnels et gentils. Et donc, c'est comme ça qu'on va revoir l'histoire en disant tel auteur, tel artiste. Tous les jours. On le voit tous les jours. On lui demande d'être exceptionnel et on l'adoube parce qu'il est exceptionnel. Puis après, on va fouiller dans ses placards et on dit ah mais non, c'était pas un gentil. Oui, c'est toute l'histoire de Léonard de Vinci à J.K. Rowling, même je veux dire pour parler de Harry Potter. C'est-à-dire, elle dit qu'il y a un homme est un homme et une femme est une femme. Elle est absolument boycottée, y compris sur les
20 ans de Harry Potter. C'est incroyable, incroyable. Alors que cette femme apporte quelque chose au monde de conséquent. Elle fait rêver des gens. Enfin, voilà, elle a porté sa pierre à l'édifice, comme on dirait. Elle a contribué à la grandeur de l'humain. Et pour moi, j'ai beaucoup plus d'estime pour des gens qui contribuent à la grandeur de l'humain. Et je m'en fiche de ce qu'ils pensent. Et je dis parmi les commandements de ce livre, je dis ayez des amis racistes. Parce que, en fait, comment des amis racistes? Mais comment donc? Mais vous êtes raciste alors? Eh bien non. Et c'est ça. Et en fait, je n'aurais même pas à répondre à cette question. Je n'aurais même pas à devoir me justifier sur le fait que je sois raciste ou non. Il se trouve que je ne le suis pas et que ça fait du bien de le dire quand même. Mais je pense que quand on choisit ses amis en fonction du type de pensée qu'ils ont, alors on ne peut pas, on nous rebat les oreilles avec cette idée d'acceptation de la différence. Alors il y a des dans les entreprises, il y a des gens qui sont spécialisés dans la diversité, accueillir la diversité, etc. En fait, c'est la fausse diversité. Mais oui, et quand il y a quelqu'un qui est différent de soi et qui dit, en général, ce sont pas toujours des abrutis. Il y a des abrutis parmi les racistes, mais il y a aussi des abrutis parmi les non-racistes. Mais quand vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un qui est raciste et qui va vous dire, pour telle et telle raison, parce que je pense que tel peuple nous fait du mal pour telle et telle raison. Tant que c'est cohérent, vous pouvez être d'accord, pas d'accord, je ne vois pas pourquoi cette personne-là ne serait pas mon amie. Et je me fiche de son casier judiciaire quand j'ai envie d'avoir un ami, j'ai envie d'avoir quelqu'un qui soit intéressant, qui soit exceptionnel. Et le reste, c'est la justice qui s'en occupe. C'est pas mon problème à moi. Oui, il y a des lois pour ça. Mais oui. Et vous savez, Fanny Nussbaum, que vous prononcez des paroles extrêmement sulfureuses. Hein, oui. C'est grave, là, ce que vous faites, c'est grave. Non, mais pour revenir à ça, en fait, dans votre livre, ce qui est intéressant, c'est que vous luttez contre les safe space. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent faire du monde entier. Vous savez ce que les Américains appellent le safe space, l'espace. Voilà. Et je ne suis qu'avec des gens qui sont d'accord avec moi. Surtout pas de conflit, exactement. Surtout pas d'histoire, surtout pas d'altercation. C'est un peu ça, quoi. Mais oui, parce que voilà, on est quelqu'un de bien quand on est pacifique. Quand on se présente de façon pacifique. Aujourd'hui, c'est une grosse insulte de dire de quelqu'un qu'il est clivant. Moi, j'adore qu'on me dise que je suis clivante, que on n'aime pas ce que je suis, ce que je dis. Je trouve qu'il n'y a rien de plus merveilleux parce que j'ai de la personnalité. Quand on dit de quelqu'un qu'il a de la personnalité, c'est plutôt chouette. Donc, j'ai pas envie de la tiédeur, j'ai pas envie de m'entourer de gens qui sont employés de bureau, sages, qui font. Et d'ailleurs, quand vous regardez, peut-être que vous regardez comme moi des séries, des films, etc. Les séries qui vous intéressent, ça va être Game of Thrones, par exemple. Et dans Game of Thrones, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il n'y a pas un épisode sans son petit meurtre, son petit viol, sa petite, même son petit inceste. Toutes les grandes œuvres. Enfin, je veux dire, Game of Thrones, Shakespeare, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans Shakespeare? Mais bien sûr, exactement. Presque souvent inceste, souvent guerre. Donc, c'est ça qui nous fait rêver. Pourquoi ça nous fait rêver? Donc, est-ce qu'on devrait l'interdire parce que ça nous donne le mauvais exemple? Game of Thrones, par exemple, c'est terrible, en fait, cette dictature-là de la pensée, de la bien-pensance. De la bien-pensance, ce que j'appelle, moi, l'humanisme. Mais c'est un autre humanisme que celui qui me plaît à moi. C'est pas l'humanisme de la Renaissance où on étudiait ces humanités pour rendre l'homme plus digne. Aujourd'hui, c'est l'humanisme, et depuis Diderot et d'Alembert, en fait, depuis le dictionnaire de Diderot et d'Alembert, pour la première fois, l'humaniste, c'est devenu quelqu'un qui aimait l'homme, juste tel qu'il était. Il n'avait pas besoin d'être plus. On aime l'homme, c'est tout. Il n'y a plus de dimension d'honneur. Donc ça vient des Lumières. Je crois que oui. Je crois qu'en fait, alors je vais être encore provocatrice en disant ça, mais je crois que les Lumières sont une recustomisation de la chrétienté, en fait. Que c'est souvent ils étaient très laïques, et c'est eux qui ont parlé de la laïcité avant tout le monde, mais je pense qu'en fait, c'est cette idée de la pensée reine, déjà, le raisonnement, et puis, donc, comme dit Sioran, penser, c'est être en retrait. Donc, on se retire du monde, on est quelqu'un de bien sage, bien gentil, je me retire pour penser, et j'aime l'homme pour ce qu'il est, point.
En fait, c'est intéressant parce qu'il y a deux mots qui se rejoignent avec une lettre de différence. C'est penser et penser, P-A-N-S-E-R. Mais oui, Les exactement. vaches pensent et certains philosophes pensent, mais ils pensent comme des vaches. C'est un peu ça. Hein. Magnifique, C'est splendide. un peu ça. On va peut-être recevoir quelques auditeurs, Lucien. Oui, qui continuent de nous appeler au 0826 300 300. On a la chance de commencer avec Marc de Béziers. Bonjour Marc. Bonjour Marc. Oui, bonjour Monsieur Berkoff, bonjour Madame Docteur. Bonjour Voilà. Marc. Merci pour à nouveau cette émission. Bon, c'est toujours un régal. Merci. J'ai déjà eu l'occasion de prendre la parole plusieurs fois, mais dans votre émission, mais je vais essayer de faire court parce que Allez-y. chaque fois Oui. je me perds dans beaucoup d'idées qui me Allez-y, plaisent oui, faites énormément. court, mais je suis sûr que vous ferez bon. Vous serez bon en faisant court aussi, Marc. Alors, merci. Du coup, juste rebondir sur une question. Lorsque Oui. le docteur dit qu'on est dans un environnement féminin et donc à ce titre refus de la virilité et plein d'autres choses, peut-être simplement une question. Est-ce que c'est vrai partout ? Ou est-ce que c'est uniquement vrai à Paris et dans les métropoles? Parce que moi, qui suis un urbain, qui a vécu dans des métropoles, maintenant je suis en ville secondaire et je me rends compte que c'est pas forcément la même tendance. Donc voilà, cette simple question. Bonne question, oui. Oui, Fanny Nussbaum. très bonne question. Et évidemment, là, on parle de grandes idées et ça mérite de la nuance. Donc, vous avez raison. Je pense que c'est pas, en tout cas, aussi fort que dans les environnements urbains. Mais je crois que ça gagne beaucoup de terrain et que le fait que cette idée-là, que le féminin ait gagné, cette idée-là soit arrivée aux États-Unis, je crois que c'est un signal fort de danger. Est-ce que c'est pas l'Occident quand même? Je reviens, j'avais posé la question. Je crois que on va en parler, mais je crois que l'Occident, il y a une phase occidentale actuellement qui est très 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 forte là-dessus. Oui. Lucien. On accueille Emmanuel de Pessac. Bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour André, bonjour à toute l'équipe et à votre invité. Je voulais juste mettre le point sur autre chose, enfin sur la même chose en fait, puisque je crois que ça arrange le système d'avoir plutôt des gens qui sont dociles, parce qu'en définitive c'est ce qu'on obtient. Je vais vous citer juste un exemple parce que ça s'étend à beaucoup plus de choses. Un père de famille qui s'est défendu tout seul, qui a retenu son agresseur sur les deux, a pris plus cher en justice que ses agresseurs eux-mêmes. C'est ça, le cambrioleur, oui, il s'était fait cambrioler, il a retenu un des cambrioleurs et il a été puni plus que le cambrioleur. Et pour séquestration, ce qui est quand même absolument génial. Donc voilà, en fait on est en train de détruire toutes les barrières qui font, parce que ce qu'on nous importe avec l'Europe, je peux vous garantir que ces valeurs-là, c'est pas du tout les leurs. Hein. Ouais. Donc j'imagine que la confrontation sera certainement un peu plus coriace. Et je suis pas sûr que ça marche en Seine-Saint-Denis ou ailleurs, sans faire aucun clivage de quoi que ce soit. Hein. Mais je doute que ça puisse être transmis de la même manière. Je vous embête pas plus et je vous remercie encore pour m'avoir pris. Merci Emmanuel. Mais ça traduit que ça, Fanny Nussbaum, ça c'est important. Vous voyez quelqu'un, on aurait tous on voit quelqu'un qui arrive chez nous qui essaie de cambrioler. Si on peut, on va essayer de réagir. Enfin, en tout cas, un certain nombre. Eh ben, on se fait sanctionner plus que les gens qui sont entrés chez nous. Mais oui, je crois il y a une culture c'est quoi, c'est une idéologie, une culture, c'est quoi? Oui, je crois, pour moi, je l'appelle une religion, l'humanisme. Et je pense que c'est cette culture de tendre l'autre joue. On ne répond pas à la violence par la violence. Mes enfants, j'ai un garçon de 20 ans et une fille de 12 ans qui elle, est à l'école. Et quand elle se fait parfois embêter, en général, tout va bien. Mais un jour, l'année dernière, elle s'était fait traiter d'intello et puis donc intello, mais quelle injure, mais l'horreur. Mais intello, donc on lui avait dit ça, pas sympa. Ouais, mais toi, de toute façon, t'es une intello. Puis c'était quelqu'un qui l'embêtait assez régulièrement avec ça. Et je lui ai dit, mais lui une baigne, en fait, à cette fille qui te parle comme ça. Et bien sûr qu'elle m'avait répondu, mais non, mais je vais me faire disputer, je vais me faire coller si ça arrive. Je lui ai dit, écoute, fais-toi coller, et puis moi, je serai derrière et je te soutiens. Puis au pire, tu te fais virer, et si tu te fais virer, ce sera comme ça. Mais aujourd'hui, dès l'enfance, nos enfants, on leur enseigne ça. Ne réponds pas à la violence par la violence, etc. Donc, encore une fois, c'est comme utiliser sa petite cuillère
pour tous les plats. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut utiliser la violence, il y a des moments où il faut être vulgaire, il y a des moments où il faut être élégant, il y a des moments où il faut être bienveillant, où il faut être doux. Oui, c'est ne pas écarter d'emblée une conduite sous prétexte que jamais ça ne peut pas se faire. Oui, c'est ça. Mais là, il y a vraiment cette culture qui est très forte, et dès l'école. Et comment dirais-je, renforcée par la justice, par les systèmes, par les institutions. Hein. Mais oui, on n'est pas quelqu'un de bien. Je crois que je pourrais même, pour avoir incité ma fille à taper sur quelqu'un, je pourrais même recevoir demain une assignation au tribunal. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio dans le face-à-face d'André Berkoff avec Fanny Nussbaum pour son livre « L'art de l'excellence, en finir avec la dictature des humanistes ». Et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. On ira à Limoges voir Benoît. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Vous êtes bien sur Sud Radio dans le face-à-face d'André Berkoff avec Fanny Nussbaum pour son livre « L'art de l'excellence, en finir avec la dictature des humanistes » aux éditions Alizio. Et c'est votre moment, vous avez la parole au 0826 300 300 pour réagir. Et on va tout de suite à Limoges avec Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour. Bonjour Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour docteur. Je suis ravi d'intervenir. Je vous félicite pour vos émissions que j'écoute attentivement depuis quelques années déjà. Merci. Oui. Et oui, j'ai voulu intervenir parce que j'ai beaucoup apprécié ce que disait la docteure. Oui. Moi, je suis quelqu'un qui est assez bienveillant, je pense, mais qui apprécie l'esprit critique. Hein, et je suis assez atterré maintenant par cette société où justement on ne peut plus rien penser sans être catégorisé dans une classe raciste, complotiste, voilà. Et du coup, j'avais deux questions qui me viennent à l'esprit pour la doctoresse. La première, est-ce que cette façon de catégoriser les gens, d'essayer d'imposer cette espèce de bien-pensance un peu crade, un petit peu non objective, est-ce que c'est pas une façon de conditionner nos concitoyens à une acceptabilité d'une société un peu en dérive, pas forcément bien réfléchie. D'accord. Et la deuxième, c'est que pensez-vous de notre président, Monsieur Macron, qui en Chine appelle à l'importance d'un esprit critique dans une université chinoise, il me semble, sachant que depuis déjà quelques années, alors ça date pas de lui, hein, bien avant aussi, on voit que dès qu'on a un esprit critique, on est là aussi catégorisé, catalogué dans des classes, dans des cases qui ne correspondent pas forcément. Fanny Nussbaum. Super. Alors, je vais répondre par la deuxième question parce que j'ai déjà perdu la première. Je suis désolée. Vous la redonnerez s'il vous plaît. Oui. Allez-y, il redonnera. Je vais pas vous répondre précisément sur ce fait-là avec Emmanuel Macron, mais sur Emmanuel Macron en général et sur les politiques en général. En fait, j'ai beaucoup d'admiration pour Emmanuel Macron, comme j'ai beaucoup d'admiration pour plein d'hommes politiques, Mélenchon, Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy. J'ai vraiment de l'admiration pour ces gens-là, mais parce que ils incarnent vraiment ce que je prône, c'est-à-dire de montrer le meilleur de soi, peu importe qu'on soit d'accord ou pas avec eux, mais en tout cas de se porter haut et d'être vraiment, de compter dans le monde. Oui. Alors, juste un mot, mais la dimension d'hypocrisie, vous ne la voyez pas, vous l'écartez ? Si, exactement. Donc, en fait, je pense que aujourd'hui, être un homme politique, c'est juste faire une carrière. C'est-à-dire que, comme je suis pas la première à le dire, il n'y a plus d'hommes d'État, vraiment, des gens. On va parler du général de Gaulle, évidemment, mais voilà, il n'y a pas d'hommes d'État. Aujourd'hui, je pense que j'ai beaucoup d'admiration pour Emmanuel Macron, mais le fait qu'il ait choisi cette carrière aujourd'hui fait qu'il est devenu forcément une sorte de pantin, quoi, et qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut faire et dire ce qu'il
ce qui veut dire parce que je pense que c'est la masse en fait qui gouverne. Et donc je crois que votre première question me revient. Je crois que il y a personne qui est là. Il n'y a pas une personne ou un groupe de personnes qui sont là pour nous faire taire. Il y a seulement la masse. C'est la masse des gens fragiles, des gens vulnérables qui se sont coalisés partout en Occident et qui empêchent quelqu'un d'aller, de jaillir, exactement, très, très bon terme. Donc je pense qu'en fait aujourd'hui, quand on est un intellectuel, on n'a plus le droit de décocher des flèches avec sa pensée et que Emmanuel Macron, comme beaucoup de politiques, sont des intellectuels, mais donc ils ne peuvent pas décocher de flèches avec leurs pensées. Et en plus, je pense que ça n'est pas notre rôle à nous les intellectuels, et pourtant la classe politique est truffée d'intellectuels. Nous n'avons rien à faire. Pourtant Platon disait qu'il fallait que ce soit les philosophes qui gouvernent. Moi je suis complètement à l'opposé de cette idée-là. Je pense qu'il faut que ce soit des chefs d'entreprise qui gouvernent, il faut que ce soit des combattants qui gouvernent, parce qu'ils ont l'instinct. Et que nous, les intellos, il faut qu'on fasse notre boulot d'intello. Je crois que c'est ce que je fais aujourd'hui, qu'on décoche des flèches avec notre pensée, qu'on soit libre de pointer, de mettre en lumière ce qui nous semble aller mal dans la société. Oui, faire un boulot d'esprit critique, etc. C'est ça. Le problème, c'est que qu'est-ce qui fait quand même, et on revient à votre livre, par une autre voie. Mais le problème, c'est le courage, la colonne vertébrale, etc. Vous savez, la verticalité, oui. Oui, voilà. Et en fait, c'est ça qu'on demande aussi à un politique. Pas que ça. Évidemment, l'esprit de stratège, etc. On voit très très bien qui sont aujourd'hui les hommes d'État ou les femmes d'État qui comptent. Sont ceux qui, encore une fois, et vous avez raison, on peut être totalement en désaccord avec eux, de Poutine à Xi Jinping en passant par Trump et autres, mais qui ont un cap et qui le tiennent. À tort, raison, c'est un autre problème, ça. Mais voilà. Et qu'est-ce qui fait, encore une fois, cette culture, effectivement, de se dire, on va prendre un cap, on va aller jusqu'au bout. Vous savez, c'est Churchill qui disait, la différence entre un politique et un homme d'État, c'est que le politicien ne pense qu'à sa réélection, et l'homme d'État pense aux futures générations. Bien sûr. Oui, mais qu'est-ce qui fait la différence? Parce que ça, c'est au docteur en neurosciences que je demande ça. Qu'est-ce qui fait la différence? Alors, je pense que les neurosciences... Alors si, peut-être que les neurosciences peuvent nous répondre par rapport à ça. Aujourd'hui, ce que beaucoup de mes confrères, consoeurs neuroscientifiques considèrent comme étant l'intelligence, va avec un schmurt qui se passe, qui est ici, mais on ne nous voit pas, qui s'appelle le cortex préfrontal, et une partie du cortex préfrontal, et qui sert à inhiber. Inhiber, ça veut dire se contrôler, faire en sorte que toutes les stimulations qui viennent de l'extérieur ne nous parviennent pas ou soient bloquées à l'entrée, pour qu'on puisse se concentrer, être dans le raisonnement, dans le rationnel, etc. Et aujourd'hui, on est dans une ère où on va beaucoup chercher l'inhibition. On va dire que si on est quelqu'un de bien, c'est qu'on est quelqu'un de contrôlé, d'inhibé, quelqu'un qui va, encore une fois, être dans le rationnel, se mettre en retrait pour réfléchir, etc. Ça, c'est beaucoup mis en avant. Et donc, nos hommes politiques, étant donné qu'aujourd'hui, ce qu'ils souhaitent probablement avant tout, c'est être réélus, eh bien, ils vont s'inhiber eux-mêmes pour faire en sorte que le peuple qui a le pouvoir le réélise. Donc s'ils plaisent au peuple, et s'ils se disent ça va plaire au peuple ce que je vais dire, alors ils le font. Donc finalement c'est le peuple qui a le pouvoir. Or celui qui a une colonne vertébrale, il se fiche un petit peu de ce que pense le peuple. Si lui il pense que ce qui est bon pour le peuple c'est d'aller à gauche, il ira à gauche, et à droite il ira à droite. Et donc il a celui qui a peut-être le cortex préfrontal dorsolatéral, celui qui a une colonne vertébrale ou qui en a, comme on dirait nous vulgairement, eh bien, il va essayer de moins inhiber et au contraire d'écouter son instinct et de sentir j'y vais ou j'y vais pas. Vous dites il faudrait qu'il y ait de plus en plus de gens, hommes comme femmes, qui en ont. Ouais, tout ça. Exactement. Écoutez, je vais vous dire, c'est un livre qui fait du bien. C'est un livre qui fait du bien, parce que justement, il va à contre-courant et il dit des choses quand même. Il rappelle un certain nombre de choses qu'on a tendance à oublier et que la doxa nous amène à oublier. Merci, Fanny Nussbaum. Merci, André Berkoff.
Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Et merci à Fanny Nussbaum, docteur en psychologie, pour son livre L'art de l'excellence, en finir avec la dictature des humanistes aux éditions Alizio.